Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Vous êtes un homme, Jean-Louis Bianco, qui connaît par cœur les rouages du pouvoir puisque à 39 ans seulement, vous aviez été nommé secrétaire général de l'Élysée en 1982 sous François Mitterrand, un poste que vous aviez occupé durant 9 ans. Ancien ministre, député et président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, vos convictions socialistes vous ont conduit à soutenir Ségolène Royal en 2007, dont vous êtes resté très proche. Puis vous avez soutenu François Hollande en 2012, et c'est d'ailleurs lui qui vous a nommé président de l'Observatoire de la laïcité, un thème qui déchaîne depuis quelques années bien des passions. Certains détracteurs vous reprochent d'ailleurs d'avoir une vision trop complaisante vis-à-vis de certains courants de l'islam. Pour vous interroger aujourd'hui, vous serez interrogé donc par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Damien Le Boulanger pour RCF. Bonjour. Bonjour. Une première question plus personnelle, Jean-Louis Bianco. Qu'est-ce qui vous passionne pour la laïcité ? On a dit que c'est un thème risqué où il y a des coups à prendre. Et ce qu'on sait, moi, c'est que vous êtes tous les jours ou toutes les semaines sur le terrain en train de participer à des colloques, à des sessions de formation. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir ? Ce qui me passionne, c'est que j'en étais pas complètement conscient quand j'ai été nommé par François Hollande, voilà bientôt 5 ans. C'est que c'est un enjeu capital, beaucoup plus qu'on aurait pu le croire, pour savoir comment nous vivons ensemble. Comment nous vivons ensemble avec nos différences. Comment nous nous respectons, mais en même temps nous faisons nation. Et il y a un immense travail de pédagogie, d'explication. Qu'est-ce que c'est que notre histoire ? Qu'est-ce que c'est que le droit ? Comment on résout les conflits ? Qui est passionnant. Et en effet, je suis 2 à 3 fois par semaine dans des réunions d'information, de débat, de formation. Et c'est un enjeu capital. Je crois que si on comprend bien la laïcité, si on l'applique avec fermeté et sérénité, ça reste un outil merveilleux pour vivre ensemble. Une première question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, depuis plusieurs semaines, sur l'esprit de Charlie, sur le débat de l'égalité homme-femme, est-ce que vous pensez que la laïcité serait un petit peu invoquée à toutes les sauces, un peu plus qu'il ne le faudrait ? Oui, je crois que pas seulement dans cette phase-là, mais en général, on invoque la laïcité trop souvent à tort et à travers, sans parler de ceux qui l'instrumentalisent ou qui la déforment. La laïcité, je le disais à l'instant, est un outil merveilleux, mais elle ne peut pas tout faire. Et je crois qu'on ne rend pas service à la laïcité ni à la République en criant de manière incantatoire « laïcité, laïcité » ou « République, République ». Ça ne suffit pas, même si c'est évident que c'est important. Et je crois, par exemple, quand vous prenez les questions de Charlie Hebdo, Mediapart, moi je ne veux pas me mettre évidemment en juge ni en arbitre, mais je crois qu'il faut en revenir, et c'est difficile dans le débat français, à quelques sujets de base. On a le droit de pratiquer sa religion dans des conditions de sécurité, dès lors qu'on ne met pas en péril la liberté des autres. On a le droit de critiquer les religions. Il y a une liberté de la presse, il n'y a pas de délit de blasphème. Et ces libertés s'exercent dans certaines limites. Le contrôle du juge, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas inciter à la haine. Et donc c'est ça qu'il faut rappeler. Quand je dis, et je dis toujours je suis Charlie, je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce que Charlie écrit ou fait. Je dis que je soutiens la liberté d'expression face au terrorisme. Et je crois qu'il faut, là encore, ne pas tout mélanger. Vous parliez aussi de l'égalité entre les femmes et les hommes. On peut invoquer la laïcité, c'est un combat qui est lié, parce que c'est un combat d'émancipation et d'égalité. Mais nous publions des petits guides comme celui-ci, des petites brochures pour donner des informations, des conseils. Sur la question des femmes, par exemple, il y a eu une controverse sur le point de savoir si un reportage avait bien dit la vérité. Bon, mettons que ce soit la vérité, et ça a pu se produire et ça peut se produire. Une femme est interdite de rentrer dans un café, bar PMU en l'occurrence, si j'ai bien compris, parce qu'elle est femme. C'est évidemment inadmissible, mais ce n'est pas une question de laïcité. C'est une question de discrimination. C'est une question de refus de vente. Elle est parfaitement en droit de porter plainte. Si elle ne le peut pas, une association peut le faire. Et si une association ne le fait pas, nous disons de l'Observatoire que c'est à l'État de le faire, pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes, mais on n'a pas invoqué spécifiquement la laïcité. On a des outils juridiques, il faut s'en servir. Une question d'Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Oui, pour être direct et pour ne pas se cacher derrière notre petit doigt, est-ce que le problème de la laïcité actuelle dont on parle, ce n'est pas un problème avec un certain islam ? Je crois qu'il ne faut pas essentialiser l'islam. Vous avez d'ailleurs dit un certain islam. Il y a des formes différentes de conception de l'islam en France, des formes de pratiques différentes, sans parler bien sûr des sujets mondiaux.
Je crois que l'islam pose un problème spécifique parce que c'est une religion nouvellement apparue dans l'espace public, parce qu'il a plus de visibilité aujourd'hui qu'hier et parce qu'il n'y a pas la même histoire. Mais pour autant, je suis convaincu, nous sommes convaincus, que l'outil de la laïcité, pas seulement la loi de 1905, mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur la liberté de conviction, de manifester ses convictions même dans l'espace public, à condition de ne pas porter atteinte à autrui, de ne pas porter atteinte à l'ordre public, sont parfaitement adaptés. Donc la laïcité n'a pas à s'adapter à l'islam. Moi, ce que je regarde, c'est le comportement de mes concitoyens, de mes compatriotes, quelles que soient leurs convictions. Et la réalité qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'immense majorité de nos concitoyens de culture ou de religion musulmane pratiquent leur religion normalement, comme les autres. Alors il y a des courants idéologiques qu'on peut appeler fondamentalistes, d'autres qui sont de l'islam politique. Le fondamentalisme, c'est l'affaire des croyants. L'islam politique, c'est aussi un peu notre affaire à l'Observatoire, et c'est l'affaire de l'État. L'islam politique, c'est celui qui veut dicter sa loi à la République. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est contraire, évidemment, au principe même de laïcité. Et puis, il y a les dérives radicales et djihadistes. Donc, il faut bien distinguer. Je répète, la majorité de nos concitoyens, l'immense majorité, pratique sa foi dans des conditions tout à fait normales. Dès lors qu'on a d'ailleurs augmenté, c'était bien, le nombre de lieux de culte, l'islam politique n'est pas acceptable chaque fois qu'on veut empiéter sur la République. Mais est-ce que justement, tous ces débats parfois très violents auxquels on assiste sur la laïcité, là, est-ce qu'on n'est pas au cœur de la question sur quelle est l'influence véritablement de cet islam politique ou pas? Certains disent on le minimise, on est naïf, et d'autres disent au contraire on essentialise, alors que la majorité des musulmans ne cèdent pas à cet islam. Je crois qu'il faut, vous l'avez fait d'ailleurs l'un et l'autre, être précis dans l'analyse. Tout observateur sérieux ne peut que constater et reconnaître, il y a en plus des enquêtes et des sondages, que, encore une fois, la très très grande, pour ne pas dire l'immense majorité de nos compatriotes, de confession, d'histoire, de culture musulmane, vit sa foi normalement. Il y a des offensives d'un certain nombre de religieux ou d'un certain nombre de responsables, notamment dans des quartiers où il y a des problèmes de ségrégation, pour imposer, je dirais, à la fois la loi du quartier, qui est parfois la loi de l'économie de la drogue, et pas seulement la loi d'un islam radical. Mais je ne crois pas du tout à l'idée qui est développée par certains. Moi, encore une fois, je vais dans les quartiers dits difficiles, dits politiques de la ville, où il y a d'ailleurs des initiatives formidables. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une espèce de pieuvre tentaculaire qui s'appelle islam politique et qui veulent s'en prendre à la République. C'est donc pour ça qu'il faut être précis dans le diagnostic. Oui, il y a des atteintes à la laïcité. Oui, il y a des offensives de l'islam politique. Il faut les combattre et avoir une tolérance zéro, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Le pays n'est pas à feu et à sang sur cette question. Une question de Damien Le Boulanger pour RCF. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Louis Bianco, est-ce que vous considérez, comme Emmanuel Macron, qu'il y a pour le coup une radicalisation de la laïcité? Est-ce que cette radicalisation évoquée par le président serait la réponse justement par ces attaques dont vous parliez? Alors, je me méfie un tout petit peu, c'est des propos rapportés, non pas que vos collègues journalistes ne fassent pas bien leur travail, mais je n'ai pas vu le président le dire expressément. C'est rapporté d'ailleurs de manière indirecte. Lorsqu'il a reçu les représentants des cultes, il a, d'après certains témoignages, évoqué cette question, et aussitôt, débat bien français, comment peut-on parler de radicalisation de la laïcité? Le problème, c'est la radicalisation de l'islam, c'est pas la radicalisation de la laïcité. Est-ce que vous parleriez de radicalisation de la laïcité? Je ne le dirais pas forcément comme ça, parce que j'essaye d'éviter, et j'y arrive pas toujours, parce que pour qu'on puisse avoir un bon débat, il faut être de bonne foi des deux côtés. J'essaye d'éviter tout ce qui peut faire polémique. Par exemple, je vais revenir à cette expression, je n'emploie pas le mot islamophobie, parce qu'on est tout de suite dans un débat sur je suis traité d'islamophobe, c'est une honte, ou je suis fier d'être traité d'islamophobe. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a le droit de critiquer la religion, les religions, y compris l'islam, et que ça n'est pas être islamophobe. Mais le sujet aussi, c'est qu'il y a des actes anti-musulmans, comme il y a des actes anti-chrétiens, comme il y a des actes anti-juifs qui doivent être condamnés. Donc, il y a une conception, je dirais, d'une laïcité d'interdiction, plus seulement que de radicalité, qui m'inquiète, qui inquiète l'Observatoire. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des conceptions intellectuelles, philosophiques, politiques différentes. C'est normal dans le débat démocratique. Mais je constate qu'une partie de ceux qui s'expriment au nom de la laïcité, qui, dans certains cas, s'autoproclament quasiment pape de la laïcité n'a pas besoin c'est pas une église, pas besoin de pape, vise en fait à interdire en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est la liberté de manifester ses convictions, qu'elles soient intellectuelles, philosophiques, politiques, syndicales ou religieuses, dans les limites de l'ordre public et du respect de la liberté d'autrui. Donc c'est cette laïcité d'interdiction, c'est cette extension de la neutralité. L'État est neutre, le service public est neutre, les agents publics sont neutres, les professeurs sont neutres, ne doivent pas manifester leurs convictions. Mais les citoyens ne sont pas neutres, ils sont là avec leur histoire, leur appartenance, leurs convictions. Et donc une laïcité d'interdiction, une neutralisation de l'espace public et de la société me paraît dangereuse, et il y a ces tendances-là, à droite comme à gauche.
Une question d'Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Très concrètement, M. Bianco, comment fonctionne votre observatoire? Quel est votre pouvoir d'agir ou d'influence? Alors, l'Observatoire de la laïcité est une institution de la République qui a été créée par décret du président Hollande pour 5 ans, installée par le président Hollande, créée par décret du Premier ministre. Notre mandat a été renouvelé par anticipation. Et c'est un signe de confiance que nous apprécions par le Premier ministre, Édouard Philippe, en liaison bien sûr avec le président Macron. Nous sommes indépendants. Administrativement, c'est Matignon qui nous fournit les moyens, mais nous sommes indépendants. C'est-à-dire que nous disons ce que nous voulons, et nous nous saisissons des sujets que nous voulons. Nous avons une capacité d'autosaisine, et qui a été respectée par les gouvernements successifs depuis notre fondation. Nous avons comme mission de conseiller le gouvernement, sur tout sujet touchant à la laïcité. Il doit d'ailleurs obligatoirement nous saisir quand il y a un projet de loi ou de texte, ce qu'il fait, ce que les gouvernements font. Nous avons un travail de formation citoyenne. Nous avons contribué à former plus de 230 000 personnes en 5 ans. Nous avons tenu plus de 600 réunions. Il y a un travail d'éducation qui va bien au-delà des responsables politiques, administratifs, syndicaux ou d'entreprises. Nous avons un travail aussi de conseil dans des cas de conflit, des cas de difficulté, d'où les petits guides, j'en montrais un tout à l'heure, pour les collectivités locales, pour les entreprises, pour les associations, pour les hôpitaux, pour ce qui est la vie en société, par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est des guides très simples, très courts, consultables sur notre site. Je ferai un peu de publicité pour que chacun se fasse une opinion. laïcité.gouv.fr. Nous disons que dit le droit. Nous sommes un État de droit et nous devons le rester. Que dit la loi? Ensuite, que dit la jurisprudence? Conseil d'État ou Cour de cassation, suivant les cas. Et c'est souvent très précis et très instructif. Et puis, que faire en cas de conflit? Et là, nous disons ce qui nous paraît les bonnes solutions dans l'esprit de la laïcité ou par l'application du droit, ou les bonnes solutions de bon sens. Car dans bien des cas, les choses marchent bien si on met un peu de bon sens et si on ne met pas trop d'agressivité dans le débat. Une question de Corinne Laurent pour la Croix. Oui, vous participez par ailleurs au nouveau comité des sages qui a été mis en place par Conseil des sages, pardon, qui a été mis en place par le ministre de l'Éducation nationale. Cette initiative va servir à quoi? Et justement, est-ce que c'est une extension, une occasion pour vous d'aller jusque dans le milieu scolaire? Alors, le milieu scolaire, l'éducation nationale est depuis le début la priorité de l'Observatoire de la laïcité. Nous avons recommandé, nous avons parfois contribué à toutes les initiatives des dernières années qu'il ne faudrait pas oublier complètement. La charte de la laïcité à l'école publique, le livret laïcité communiqué à l'ensemble des établissements et aux parents dès la rentrée scolaire, l'éducation morale et civique qui comporte une dimension esprit critique et citoyenneté, l'éducation, l'enseignement laïque des faits religieux, les référents laïcité qui sont des personnes ressources dans chacune des académies, tout ça sont des réformes importantes des 5 dernières années, demandées, voulues et parfois organisées par l'Observatoire de la laïcité. Donc on ne part pas de zéro. Le ministre a souhaité avoir un conseil des sages qui puisse éclairer les pratiques pédagogiques et les méthodes dans la formation initiale et continue et dans le cas de difficulté. Très bien, il n'y a pas de contradiction avec l'Observatoire. Il a d'ailleurs demandé à ce qu'on veille bien à l'articulation entre les travaux que l'Observatoire a conduits et conduira et les travaux de ce Conseil des sages. C'est d'ailleurs pourquoi il m'a demandé d'être membre du Conseil des sages. Mais quelle est la priorité aujourd'hui de l'école? C'est d'intervenir un peu en pompier quand il y a des problèmes? Ou c'est la formation des enseignants qui semble quand même avoir peu décollé depuis, notamment sur l'enseignement du fait religieux? Oui, on demande beaucoup de choses à l'école. D'enseigner un savoir, de transmettre des compétences pour trouver un emploi, de remplacer des parents défaillants, de promouvoir l'égalité entre filles et garçons, les valeurs de la République, la citoyenneté, la laïcité. Oui, c'est la moindre des choses, on dirait. Oui, mais enfin, ça fait beaucoup à la fois. Et je crois que tous les enseignants que je rencontre, quelles que soient les difficultés internes à l'éducation nationale, assument volontiers l'ensemble de ces missions. Sur la question de laïcité, la priorité, c'est en effet la formation. Mais c'est aussi le travail avec les parents, notamment dans des quartiers où les parents culturellement, socialement, sont en difficulté. Il faut trouver des moyens de faire presque des écoles des parents pour qu'ils puissent s'intéresser à l'école, y participer et connaître les valeurs que l'école doit propager. On a progressé en formation initiale à travers les structures qui s'appellent maintenant les SP. Nous avons demandé un bilan, nous, Observatoire de la laïcité, à l'Éducation nationale, car nous avons le sentiment que ce qui se fait pour former les futurs enseignants, notamment les futurs instituteurs, est illégal. Et nous souhaitons, nous l'avons dit au ministre M. Blanquer, et comme c'est une question universitaire, à la ministre des Universités, qu'on ait sur la laïcité un module national, qu'on ne s'en remette pas à la diversité des sentiments, options, qu'on ait là-dessus quelque chose qui soit rigoureux et qui dise le droit et les bonnes pratiques pédagogiques. Donc là-dessus, nous voulons de la cohérence.
Deuxième point, pour la formation continue, il y a eu un élan. On est à peu près à 210 000, mais qui est un peu retombé, à notre avis. Et donc, nous avons demandé là aussi à l'Éducation nationale de voir s'ils partagent cette analyse et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer cette formation. Très bien, nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Vous êtes interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. Une première question dans cette deuxième partie d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on dit beaucoup que M. Macron est intéressé par les religions. Il a déjà réuni les représentants des cultes, alors que son prédécesseur, M. Hollande, semblait être beaucoup moins intéressé par le sujet. C'est votre impression aussi ? Je ne ferai pas de comparaison entre les deux parce qu'au fond, il faudrait les interroger l'un et l'autre. Moi, ce qui me frappe, c'est que Emmanuel Macron s'est exprimé souvent sur la laïcité et sur la spiritualité, ce qui est plus nouveau, plus récent. Il n'y a pas beaucoup de responsables politiques qui osent entrer sur ce terrain-là avec la vieille méfiance française à l'égard des religions. On connaît l'histoire des guerres de religion, on connaît l'histoire des rapports compliqués au XIXe siècle et même encore un peu au XXe entre l'Église catholique et la République. Mais la nouveauté, c'est qu'il ose exprimer ça, qui est son histoire, sa conviction, et de faire des religions des partenaires, et non pas des adversaires, dans le rôle de chacun, et dans le respect des règles de la République. Et je trouve que dans la campagne électorale, dans son livre, devant les protestants, à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme, devant le Conseil français du culte musulman, à l'occasion des vœux, il s'est exprimé de manière que j'ai trouvée à la fois précise et convaincante. Mais on lui reproche parfois d'aller trop loin. Certains disent la laïcité, ce n'est pas organiser le débat avec les religions, c'est tenir au contraire à distance. Je crois que c'est une conception fausse de la laïcité. Alors, organiser le débat, peut-être pas, mais parler avec. De même manière qu'on parle avec les grandes... Nous, observatoires, nous auditionnons au moins une fois par an, nous avons beaucoup d'autres contacts, les représentants des principales religions. Mais comme nous auditionnons les mouvements laïcs, les mouvements d'éducation populaire, les mouvements citoyens, les obédiences maçonniques, ce sont, à des titres différents, des acteurs de la vie politique et de la vie philosophique, si je puis dire, la vie sociale du pays. Donc, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune règle contraire de la laïcité qui l'imposerait. Encore une fois, la limite, elle est pour toutes les religions. Comme disait Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. L'État ne devrait pas interférer dans les religions et les religions ne devraient pas interférer dans la vie de l'État, ce qui ne veut pas dire que les responsables religieux soient interdits de parole sur des sujets d'éthique. C'est bien normal qu'ils s'expriment. Et c'est bien normal que le débat se fasse aussi avec eux. Après, c'est aux représentants de la nation, au président, au gouvernement, au Parlement de trancher. Mais cette phase de débat est normale dans une démocratie adulte. Damien Le Boulanger pour RCF. Jean-Louis Bianco, vous avez été secrétaire général de l'Élysée dans votre parcours. La façon dont Emmanuel Macron, justement, préside depuis le début de son mandat, est-ce qu'elle ne vous rappelle pas l'exercice du pouvoir par François Mitterrand ? Il y a des similitudes dans un contexte complètement différent. C'est jupitérien comme pouvoir ? Oui, et d'une certaine manière. Enfin, il le dit lui-même d'ailleurs. Je crois qu'Emmanuel Macron, et j'en ai parlé avec lui il y a déjà quelque temps, a profondément réfléchi à l'exercice du pouvoir sous la Ve République et à ce que ça comporte en termes de symboles et de fonctionnement. Je pense par exemple, c'est une évidence, que le choix qu'il a fait pour fêter son succès à l'élection présidentielle des Tuileries, avec la pyramide du Louvre, la verticale du pouvoir, le rappel de François Mitterrand qui a voulu cette pyramide, la marche sur l'hymne européen, l'hymne à la joie, c'est quelque chose de tout à fait délibéré. Il a une forte conscience des symboles et des responsabilités du président de la République. Et en ce sens, on peut trouver une parenté, un héritage de François Mitterrand, mais il est aussi marqué par beaucoup d'autres choses qui sont son histoire personnelle. Ça vous semble positif pour le rôle de président de la République ? Damien Le Boulanger. C'est positif pour l'incarnation de ce rôle. La grande difficulté à laquelle il est confronté, comme tous ses prédécesseurs, c'est comment on répartit les rôles entre le président, le gouvernement et le Parlement. Le président est en charge de l'essentiel. Mais on a constaté, quand on a voulu sortir de la présidence Sarkozy très interventionniste, que les Français ne voulaient pas tout à fait un président, entre guillemets, normal, qu'ils voulaient que le président soit là en première ligne tout le temps. Donc comment concilier cette attente avec la nécessité d'être, encore une fois, en charge de l'essentiel, avec le rôle du Premier ministre, le rôle du Parlement. C'est à chaque majorité, à chaque équipe de trouver son équilibre. Corinne Laurent pour La Croix. Est-ce que vous diriez que la victoire d'Emmanuel Macron et désormais sa gouvernance ont signé la mort du clivage entre la droite et la gauche ? Non, pas du tout.
je pense que l'élection d'Emmanuel Macron et les conditions dans lesquelles s'est fondé son mouvement, La République En Marche, a bouleversé, c'est une évidence, les règles du jeu politique. Et pour cette raison, mais aussi pour des raisons plus profondes, et la gauche et la droite sont en grande confusion, sont en grande recherche de sens, de leader. Ça a existé de toute manière, ça a existé avant l'élection de Macron, mais ça n'a fait que rendre plus visible ce point-là. Je crois, moi, profondément qu'il y a une différence entre une gauche et une droite. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis et je reste socialiste, malgré la tristesse que j'ai quand je vois l'état de mon parti, sans être engagé dans la vie politique du Parti socialiste. J'ai un devoir de réserve aussi, compte tenu de mes fonctions à l'Observatoire de la laïcité. Pour moi, au fond, la grande différence, c'est pas tout noir, tout blanc. Ça aussi, il faut qu'on l'apprenne. Il faut qu'on apprenne en France à se respecter. Il faut qu'on apprenne à passer des compromis. Il faut qu'on apprenne à avoir sur certains sujets un consensus et une unité. C'est difficile, mais d'autres pays le pratiquent et notre démocratie a besoin de le pratiquer. Mais pour moi, au fond, ce qui fait que je me revendique de gauche et socialiste, c'est la priorité absolue que je mets à la lutte contre l'injustice, contre toutes les injustices, contre toutes les inégalités. Je ne dis pas que des gens de droite ne s'en préoccupent pas, bien entendu, eux aussi. Je ne dis pas que La République En Marche ne s'en préoccupe pas, mais je veux dire, c'est ça pour moi l'accent, la conviction qui fait que je suis socialiste et que je suis de gauche. Une question d'Alain Baron. Oui, donc vous venez de le rappeler, vous ne faites plus de politique active, mais j'imagine que vous regardez de près ce qui se passe dans votre ancien parti. Est-ce que pour vous, le PS n'est toujours pas mort ? Non, le PS n'est toujours pas mort et j'espère bien qu'il ne mourra pas, malgré les pronostics d'un certain nombre de docteurs plus ou moins bien intentionnés. J'imagine, moi j'ai le sens du temps long et de l'histoire, ce que j'ai appris de François Mitterrand, ce que, en effet, Emmanuel Macron, entre autres, personnage politique, a aussi. Je ne crois pas que le nom d'un parti pareil, l'histoire du socialisme, puisse s'arrêter comme ça en 2018, en 2019. Il y a une charge historique considérable. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque j'exerçais des responsabilités, j'étais totalement défavorable aux innovations sur les changements de nom. On ne gaspille pas un héritage pareil, de même qu'on ne gaspille pas, au niveau de la nation tout entière, la laïcité ou la République. Il faut tout réinventer, comme certains le disent. C'est pas facile. Ça prendra du temps. Et la difficulté pour les partis politiques, comme le Parti socialiste, comme d'autres, comme pour l'action politique, c'est qu'on est pris dans l'urgence et que la maturation des idées, des réflexions prend du temps. Moi, je pense qu'il faudra plusieurs années pour qu'un mouvement intellectuel, philosophique, citoyen irrigue la gauche, au-delà même du Parti socialiste, avec les partis européens. La social-démocratie européenne est partout en difficulté, ce n'est pas spécifique à la France. Donc il y a une réinvention, mais qui pour moi est d'abord un travail intellectuel, un travail de débat, avant de poser les problèmes de personnes et d'organisations. Oui, mais la vie politique est ainsi faite qu'il faut un premier secrétaire, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail de refondation intellectuelle, parce qu'il est indispensable pour qu'il y ait une gauche de gouvernement qui réémerge dans ce pays. Damien Le Boulanger. Et justement, est-ce que le débat de fond au sein du Parti socialiste a eu lieu? On voit des candidatures se multiplier ces derniers jours pour prendre la présidence de ce parti. Est-ce que ce débat de fond a existé? Je pense qu'il commence à peine. Je souhaite qu'il existe, mais il ne sera pas réglé par l'élection d'un premier secrétaire d'un congrès. Comme je vous l'ai dit, c'est un temps beaucoup plus long qui se chiffre en années et il faut le prendre comme une donnée de l'expérience et de la vie. Corinne Laurent. Et cette action de refondation, est-ce qu'elle passe par un devoir d'inventaire? On sait que dans le passé, ça a toujours été un exercice délicat. Oui, je crois que devoir d'inventaire a un côté à la fois, il n'y a pas de tabou, et un côté à la fois, quand je dis inventaire, je dis passif et pas actif. Je crois qu'il incombe, d'ailleurs, chaque citoyen l'a fait, y compris, hélas pour les socialistes, par son vote. Mais il importe que le Parti socialiste le fasse avec un peu de recul, là encore en essayant d'apporter des données objectives, et pas seulement sur le quinquennat, mais sur les nombreuses dernières années, qu'est-ce qui a marché, pas marché, qu'est-ce qui est une valeur, un principe, des propositions justes, et qu'est-ce qui sont des erreurs, en tout cas, soit des erreurs, soit des questions, des sujets mal expliqués, mal communiqués. Donc je ne le mettrai pas en termes d'inventaire, je le mettrai en termes de réflexion sur les pratiques, tant au pouvoir que dans l'opposition, depuis 20 ans ou 30 ans. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Louis Bianco, d'équilibre des pouvoirs. Qu'est-ce que vous pensez des projets qui sont actuellement dans les cartons du gouvernement de limiter dans le temps le nombre de mandats des parlementaires et également d'introduire une dose de proportionnel? Alors, sur le premier point, j'y suis totalement favorable. Je l'ai dit brièvement, je crois, tout à l'heure. J'ai signé, vous savez, dans le Parti socialiste, on a des motions, des contributions, un nombre considérable depuis des années, pour dire qu'il faut limiter le cumul des mandats dans le temps au maximum à 3 mandats. Et quand je suis arrivé à mes 3 mandats
de président de département et de député, je me suis appliqué à moi-même ce que je recommandais à mes camarades. Et je continue à leur recommander vivement pour faire du renouvellement, parce qu'on finit par être mauvais, parce qu'il faut faire émerger des talents nouveaux. Et une des choses intéressantes, agréables, moi, qui me font plaisir dans la nouvelle Assemblée, sur tous les bancs, c'est qu'on voit d'abord autant de femmes que d'hommes, et tant de visages nouveaux, de gens qui s'engagent en politique. La République En Marche, bien sûr, mais aussi dans les autres formations politiques. Et ce renouvellement, il est indispensable pour faire vivre la démocratie. Et la proportionnelle? La dose de proportionnelle, je suis interrogatif. Argument pour, c'est pas normal que des partis, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qui pèsent 10, 15, 20%, ne soient pas représentés. Et ça accentue la polarisation gauche-droite. Argument contre, dans l'équilibre compliqué de cette vieille nation de Gaulois, que le général de Gaulle connaissait bien, c'est pas par hasard qu'il a fait la Ve République. C'est parce que pendant la IVe République, on changeait de gouvernement tous les ans, ou pire. Donc une dose de proportionnelle, pourquoi pas, pour introduire de la respiration, pour que des forces politiques, des forces idéologiques pèsent par elles-mêmes. Mais il faut le faire avec prudence. Il faut le faire, à mon avis, avec un pourcentage relativement limité. Et on retombe sur la question du nombre de députés, qui n'est pas une question facile. Les Français sont naturellement pour qu'on diminue le nombre de députés et le nombre de sénateurs, avec un certain mépris de la classe politique qui est injuste. Moi, je tiens à dire que l'immense majorité des maires et la grande majorité des députés sont des gens qui font un travail formidable, qui ne sont pas corrompus et qui rendent service à la démocratie. Mais si vous diminuez le nombre des députés, ne serait-ce que pour introduire une dose de proportionnelle, il y aura des problèmes de place physique dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous faites? Dans mon département, les Alpes-de-Haute-Provence, il y a 2 députés. On va en mettre qu'un ou on va en mettre 0? La population va-t-elle se sentir représentée si on n'a plus qu'un député ou si on le supprime? Donc dans toutes les zones rurales, qui sont des zones d'exclusion, on parle beaucoup des banlieues, mais les zones rurales, on l'a bien vu d'ailleurs dans les différentes élections, la disparition des services publics, le sentiment de relégation et d'abandon. Si en plus vous leur dites, les services publics, on va peut-être les réintroduire, mais pour l'instant, vous n'avez plus de poste, vous n'avez plus d'école, vous n'avez plus de tribunal, vous n'avez plus de permanence d'EDF, vous n'avez plus de... Bon. Et qu'en plus on leur dit, vous n'aurez plus de députés ou un député sur 2, c'est très difficile. Le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails et surtout dans l'action. C'est facile d'avoir de bonnes idées, c'est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre, mais c'est tout l'art de la politique. Damien Le Boulanger pour RCF. Je vous propose de passer sur un autre dossier, celui des transports. Vous avez été ministre des Transports. Oui. On a vu ces derniers mois la SNCF connaître plusieurs incidents, des coups durs, des critiques. Le président de la SNCF a dit qu'il remettait son poste dans les mains du gouvernement s'il le souhaitait. Pour vous, cette situation de la SNCF est une situation qui était prévisible ou pas? Alors, pour une part, oui, mais en même temps, l'accumulation d'incidents, parfois graves, c'est vraiment une série noire qui n'était pas prévisible dans ces proportions-là. En dehors d'avoir été ministre des Transports, il y a maintenant quelques années, j'ai fait en 2012-2013 un rapport à la demande de Jean-Marc Ayrault sur la réforme justement du système ferroviaire, dans lequel nous formulions, c'est un travail collectif, un certain nombre de recommandations, notamment sur la structure, pour ne pas dissocier complètement ceux qui s'occupent des trains et ceux qui s'occupent des rails, contrairement à ce que voudraient des partisans d'une concurrence effrénée. Ça nous semble physiquement, matériellement impossible de dissocier les deux responsabilités. Et puis nous avions pointé du doigt le fait qu'il fallait que la SNCF fasse une offre beaucoup plus globale, depuis votre lieu de domicile jusqu'à votre lieu de travail ou votre lieu de vacances, ce qu'est en train de faire la SNCF. Et puis nous avions bien constaté que dans cette espèce de politique du tout TGV, voulue très souvent par les élus locaux, pas forcément par la SNCF ou les élus nationaux, si on n'a pas sa gare TGV, on est en dessous. Bon. Et donc dans cette course-là, c'est vrai que la partie entretien, rénovation du réseau, n'avait pas été assez portée avec assez d'attention, assez de moyens. La SNCF en est consciente, enfin, en l'occurrence, SNCF Réseau, ceux qui s'occupent des rails. Depuis quelques années, avant même notre rapport, un effort a été entrepris. Les conséquences de ces incidents et de ces drames, c'est qu'il faut accélérer considérablement et renforcer, c'est une priorité absolue. C'est une question de moyens, pour une part, qui dépend aussi de l'État et pas seulement de la politique de la SNCF. 30 ans de sous-investissement, dit-on souvent. Une question d'Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Oui, précisément, ces problèmes ferroviaires, de distribution, ça alimente le sentiment d'abandon, peut-être aussi, dont vous parliez tout à l'heure, soit dans les grandes banlieues, soit dans les territoires ruraux éloignés. Est-ce qu'on a les moyens d'y remédier ? Je pense qu'on a les moyens d'y remédier. Les gouvernements successifs des dernières années ont essayé de le faire. D'ailleurs, là encore, il ne faut pas dire tout noir, tout blanc, et il ne faut pas, parce que quelque chose ne marche pas bien, dire qu'il suffit d'une nouvelle équipe ou d'un coup de baguette magique pour tout changer.
Je crois qu'il y a quelque chose qui est un ressort intime de la politique qui ne se décrète pas, qui est de redonner de la confiance et de l'espérance. Sous la 4e République, dans des temps très anciens, il y avait un ministre des Finances qui s'appelait Édouard Pinet, qui était chapelier à Saint-Chamond. Ce monsieur, qui était un petit entrepreneur, inspirait confiance. Aux historiens de juger sa politique économique, il ne paraît pas à l'abri de tout reproche, mais il inspirait confiance. Donc, si les Français arrivent à retrouver confiance dans la politique, dans leurs responsables, et de ce point de vue, le président Macron réalise une performance exceptionnelle au sens d'exception, pas parfaite. Donc la confiance et l'espérance. Et je trouve qu'il a notamment tout à fait raison quand il parle, mais il n'est pas d'autre, d'état d'association, d'état d'élus le font depuis longtemps, du potentiel des quartiers, des banlieues, du potentiel de ces jeunes. C'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a le plus de création d'entreprises. Il y a les talents des banlieues, les talents des cités qu'on célèbre régulièrement. Donc, redonner de l'espérance, ne pas en parler seulement pour les ségrégations, les incidents, les rapports difficiles avec les forces de l'ordre. Remettre des services publics, il faut le faire. On peut avoir des formes différentes, souples, innovantes, dans le milieu rural comme dans les banlieues. Et puis, résoudre la question du chômage. C'est quand même la question numéro 1, au-delà des questions importantes d'immigration et de laïcité. Donc c'est ça à quoi s'attelle le gouvernement. Moi, ce que je souhaite, et je l'ai dit à tous les gouvernements, et c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est qu'on combatte beaucoup plus résolument la ségrégation. La politique de la ville a donné des résultats depuis 30 ans, gauche et droite confondues. Mais on est encore dans la ségrégation scolaire, dans la ségrégation dans l'habitat. Et ça, c'est la racine des difficultés. Et c'est la racine aussi de pression communautariste, pour revenir à la laïcité. Donc, il y a des expériences intéressantes qui se font. Moi, je me suis rendu il n'y a pas longtemps à Toulouse, où après une longue concertation, le président du conseil départemental et l'État, la préfète, l'inspecteur d'académie, ont convaincu les parents de redistribuer les cartes. C'est-à-dire qu'on a supprimé un collège dans un quartier difficile, qu'on a dispatché les élèves de ce collège dans les quartiers dits plus chics, après discussion et approbation par les parents, avec un renforcement des moyens pour qu'il y ait un bénéfice. Apparemment, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça se passe très bien. Il n'y a pas de fuite des gens des quartiers plus riches parce qu'on a préparé les choses, parce qu'on l'a fait de manière concertée. Donc ce genre d'expérience mériterait d'être généralisé si en effet elle est concluante très vite. Même chose pour l'habitat, on ne peut pas avoir des quartiers homogènes, car sinon on a du conflit, on a la ségrégation et on a des pressions communautaristes dans certains cas. Alors une dernière question, cette deuxième partie de Face aux chrétiens, Corinne Laurent pour la Croix. Oui, une question rapide. Vous avez évoqué votre département des Alpes de Haute-Provence. Est-ce que le nouveau plan loup vous donne satisfaction ? Vous connaissez bien la question du loup. Je connais bien la question du plan loup. D'ailleurs, Christophe Castaner, qui est un ami avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le département et dans la région, et dont je me réjouis de voir son ascension, parce que c'est un homme de grande qualité et qui, je crois, fait avec beaucoup de conviction son travail, a été responsable du plan loup sous le précédent gouvernement. Quelques remarques. Le loup est un animal prodigieusement intéressant et prodigieusement intelligent. Mais il n'est pas une espèce en voie de disparition. Il s'est développé grâce en partie aux mesures de protection avec une intelligence extraordinaire. Il franchit les autoroutes, il est maintenant dans l'est de la France, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, et plus seulement dans les Alpes ou en Savoie. On estime au moins 350 individus, le nombre qu'il y a aujourd'hui. S'il n'y avait plus un seul loup en France, ou presque, ou s'il n'y en avait plus en Europe, il y en a en Europe, je comprendrais qu'on prenne des mesures de protection drastiques. Mais aujourd'hui, dans des pays comme les Alpes de Haute-Provence, comme les Hautes-Alpes, comme le Haut des Alpes-Maritimes, comme les Savoies, l'espèce en voie de disparition, ce n'est pas le loup, c'est le berger. Alors le berger et l'élevage entretiennent l'espace, y compris pour prévenir des crues, des dommages, des incendies. Et puis il faut vivre les gens. Et puis c'est une tradition. Donc on ne peut pas imposer au nom de la protection de l'espèce des mesures trop contraignantes. Alors l'équilibre n'est pas facile à trouver. Le principe qui a été adopté sous le précédent gouvernement, à l'initiative en particulier de Ségolène Royal, qui a beaucoup réfléchi à ces questions, c'est d'autoriser des tirs de prélèvement lorsqu'il y a un certain nombre d'attaques. Mais il reste des problèmes. Quand il y a des attaques, l'indemnisation est très longue. Quel est le bon niveau des tirs de prélèvement ? Et moi, je vois encore des foires agricoles dans le canton dont j'étais l'élu, où les gens étaient en pleurs, parce qu'il y a non seulement les brebis qui sont tuées, mais il y a les brebis qui avortent, il y a les brebis qui sont perdues. Et c'est toute une vie qui est là. Alors parfois, c'est des chiens errants, ce n'est pas des loups. Mais le problème, donc, affirmer qu'il faut protéger aussi l'espace agricole, l'espace ovin, les bergers et pas seulement le loup, et trouver un équilibre, comme toujours, c'est pas facile. Donc l'esprit général me paraît bon, le niveau exact, je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans le détail. Merci beaucoup Jean-Luc Bianco, nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant.
Retour sur le plateau de KTO pour cette émission Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Il est interrogé dans cette édition par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Damien Le Boulanger qui pose la première question de cette dernière partie. Et avec vous, Jean-Louis Bianco, j'aurais aimé aborder la question de la migration. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de préparer un texte sur la politique migratoire, une réforme. Ce mercredi, les évêques de France ont appelé sur la question des migrants à développer plusieurs axes, entre autres celle d'ouvrir plus de voies d'accès aux migrants, des voies légales et sûres, ou bien encore permettre aux migrants de travailler dès les premiers mois sur le territoire plutôt que d'attendre les 10 mois légaux. Pour vous, cette question de la migration, elle est à travers les pistes avancées par le gouvernement, bien parties ou non. Je pense entre autres à ce texte de Gérard Collomb sur la sélection des migrants au sein des centres d'hébergement d'urgence. Jean-Louis Bianco. Alors c'est une question extrêmement importante et extrêmement difficile, et vous comprendrez que sur ce sujet, compte tenu de mes fonctions de président de l'Observatoire de la laïcité, je garde une certaine réserve, mais je vais quand même essayer de répondre à votre question. Sur les principes, je pense que tout homme ou toute femme ayant des sentiments humains et étant responsable peut partager l'idée que ce qui compte, c'est d'accueillir dans la dignité, quel que soit le statut, les hommes et les femmes qui viennent dans notre pays. Pour autant, on cite souvent la phrase devenue célèbre de Michel Rocard, mais qu'il faut citer complètement. Michel Rocard disait « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit en prendre sa juste part ». Quelle est la juste part? Qu'est-ce qui est possible? Sur la question des gens qui sont réfugiés, et le gouvernement a raison de faire la distinction entre ceux qui sont réfugiés, donc qui ont un titre de séjour, qui ont un droit, et ceux qui viennent simplement à cause de la misère et qui n'ont pas le statut de réfugié. Je crois que c'est important de bien maintenir la distinction. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, l'équilibre entre le respect des personnes, la dignité et la nécessité aussi de clarifier les situations. Parce que quelqu'un qui n'a pas obtenu le droit d'asile ou qui n'a aucune chance de l'obtenir, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse dans une espèce de no man's land, d'entre-deux. Donc c'est pas simple. Moi, ce que je souhaite, et j'ai vu avec intérêt les propos d'un jeune député qui est en charge de ces questions, Aurélien Taché, pour la République En Marche, il y a une mission du Premier ministre, c'est que les associations, les forces politiques, les élus trouvent un accord avec le gouvernement sur la manière de faire. C'est pas facile, mais il faut que sur ce sujet-là, on essaye pour le coup de se rassembler, et d'abord entre les associations qui gèrent ces centres de transit, centres de secours et centres d'accueil et le gouvernement. J'ajoute que quand on s'y prend bien, et notamment dans les propositions d'Aurélien Taché, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout le travail qu'il a commencé à faire avec d'autres sur l'intégration plus rapide des gens qui ont le statut de réfugiés. Beaucoup plus vite pour apprendre la langue, beaucoup plus vite pour trouver un logement, beaucoup plus vite pour trouver un travail. Parcours citoyen d'intégration. Et nous avons travaillé avec lui à l'Observatoire sur qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il s'approprie les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité aussi. Là, il y a un champ qui est important, et je pense que ce n'est pas le plus difficile. Mais si on avance déjà là-dessus, ce sera bien. Et puis après, tout dépend des conditions de préparation. Je parlais de mon canton, dont j'ai été longtemps l'élu, pendant 3 mandats, un petit village près de Digne qui s'appelle Chantercier. À Chantercier, il y a eu 40 réfugiés qui ont été installés, venant pour une bonne part de Calais, la jungle de Calais comme on dit, dans un centre de vacances qui avait fermé. Ça a été fait en parfaite concertation avec la mairie. La mairie a fait un travail formidable avec les habitants. C'est un village où il y a quelques centaines d'habitants. À 3 heures du matin, quand les réfugiés sont arrivés, tout le village était là pour les accueillir. Vous dites quand on s'y prend bien, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la tentation, notamment de la part du ministère de l'Intérieur, d'avancer trop vite, trop en solo sur ce dossier-là? Je crois que la concertation est en cours et je ne le reprocherai pas ça. La question est comment on fait pour que les décisions soient plus rapides et pour que, lorsqu'on ne peut pas rester en France, on ne laisse pas les gens dans une espèce d'incertitude permanente qui alimente de nouveau des situations humaines très difficiles et des craintes dans la population. Corinne Laurent pour La Croix. Oui, sur cette question migratoire, on comprend qu'elle est très sensible politiquement. Est-ce que vous diriez que l'échec de Angela Merkel en Allemagne est la conséquence de ces décisions? Je ne le pense pas. L'échec d'Angela Merkel a plusieurs raisons. Je pense une certaine usure, même si, quand on regarde son action, elle est à bien des égards remarquable, qu'on soit chrétien-démocrate ou pas. En effet, cette question des étrangers,
qui lui a été beaucoup reproché, avec la montée, on le sait, d'un parti d'extrême droite dangereux, qui d'ailleurs tire, phénomène qu'on connaît dans d'autres pays, tire vers la droite dure une partie de la droite classique. En même temps, rappelez-vous, je pense que tout le monde a été ému quand on a vu des gens à Munich applaudir des réfugiés. Et il faut savoir aussi que dans l'image des Allemands, c'est l'ambassadeur d'Allemagne à Paris qui me l'a expliqué, qui est un ami et marié à une Française, quand on voit des gens le long des rails, les Allemands, dans leur mémoire collective, pensent d'abord aux réfugiés allemands qui, après la guerre, ont dû quitter la Silésie, la Poméranie, la Pologne, la République tchèque, et donc ils se sont sentis une sorte de compassion humaine dans un premier temps, avant que la masse des problèmes, des incidents réels mais gonflés, ait provoqué des difficultés. Là encore, il y a un immense travail, au-delà des mesures réglementaires, législatives, de pédagogie à faire, pour bien distinguer les situations, et aussi pour bien valoriser les réussites. Il y a des cas admirables qu'on entend dans les radios, dans les télévisions. En Allemagne, justement, puisqu'on parle de l'Allemagne, un réfugié syrien a porté secours à quelqu'un qui a eu un accident de voiture qui se trouvait être un militant de l'AfD, du parti d'extrême droite. Un pianiste a réussi à être subventionné par un magasin de piano pour pouvoir rejouer du piano. Des gens en France s'insèrent admirablement. Il y a à Manosque, dans mon département, un photographe syrien qui a fait un travail extraordinaire, qui va obtenir le statut de réfugié. Voilà, il faut aussi valoriser ces réussites, et pas seulement, on doit parler de tout, il n'y a pas de tabou, il ne faut rien cacher, les cas de conflits et de difficultés, pour qu'on voit que ces gens, alors c'est plus facile quand ils ont le statut de réfugié, peuvent s'intégrer à la France. Une question d'Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Oui, pour rester en Europe, donc Londres va quitter l'Union européenne, c'est acté. À moins qu'il y ait un nouveau référendum, ce qu'évoquait Tony Blair. Enfin, pour l'instant, il est pour l'instant, il semblerait que ça soit sur les rails, comme on disait. Mais pour vous, c'est un échec de l'Europe ou c'est une clarification ? C'est un échec de l'Europe. Je crois que l'Europe est plus forte quand elle est rassemblée et nombreuse. Mais c'est vrai que l'élargissement à l'Est ne s'est pas passé comme il aurait dû se passer. On n'en a pas réussi à en faire un événement historique pour le faire comprendre à nos populations dans la vieille Europe, qu'on retrouvait l'histoire, qu'on retrouvait la culture, que c'était une forme de libération par rapport à des régimes totalitaires. On n'a jamais su l'expliquer. On est très vite tombé sur la problématique du plombier polonais, de la concurrence pour les travailleurs, qui est un vrai sujet d'ailleurs qu'il faut traiter. J'ai l'impression qu'on le traite un peu mieux maintenant. Et l'Angleterre, c'est la même chose. Elle a toujours été un pied dehors, un pied dedans. Beaucoup de responsables ont dit, entre le continent et l'île, on choisira toujours l'île. Beaucoup de responsables britanniques se sont fait des illusions sur le côté fille aînée, non pas de l'Église, mais fille aînée des États-Unis. Ça ne marche plus comme ça. Et moi, je me suis réjoui, et j'y ai travaillé à l'Élysée comme ministre des Transports, quand on a réalisé ce tunnel sous la Manche avec Margaret Thatcher et François Mitterrand, parce qu'enfin, l'Angleterre était reliée au continent. Donc c'est un échec de l'Europe, et pas seulement une clarification. Ça va avoir des conséquences très compliquées, à l'évidence, difficiles pour l'Angleterre, difficiles pour les travailleurs étrangers en Angleterre, sans parler du système de santé britannique qui est en train d'exploser. De plus en plus d'Anglais viennent se faire soigner en France, ce qui est à l'honneur de notre système de santé, mais ce qui montre à quel point ils n'ont pas résolu le problème. Donc il va falloir négocier des tas de règlements. Il faut tout reprendre à zéro. L'Angleterre n'est plus membre de l'Europe, donc s'ils veulent exporter leurs produits en Europe, il faut bien qu'ils respectent les règles. Et quand ils prétendent qu'ils vont avoir des normes moins fortes, moins contraignantes, c'est non. Il faut protéger les consommateurs, il faut protéger la concurrence équitable. Donc il va falloir qu'ils intègrent tous ces règlements, et je pense que Londres, la place financière, l'industrie britannique sera durablement affaiblie. J'espère là aussi sur le temps long qu'un jour viendra où un nouveau référendum fera rentrer à nouveau l'Angleterre dans l'Europe. Et Emmanuel Macron se déplace la semaine prochaine à Calais. Est-ce qu'il faut que Paris renégocie avec Londres l'accord qui fait que la frontière entre la France et l'Angleterre se trouve de ce côté-ci de la Manche et qui fait que tous les réfugiés qui veulent aller en Angleterre se retrouvent coincés, entassés dans cette zone ? Alors il y a déjà eu des accords négociés sous les précédents gouvernements, notamment par Bernard Cazeneuve, qui sont importants et qui permettaient aux Anglais, qui finalement, me semble-t-il, l'ont accepté, de prendre leur part de responsabilité, puisque la destination que recherchent les migrants dans cette zone, c'est l'Angleterre. Je me suis longtemps demandé, mais pourquoi l'Angleterre ? Est-ce que les conditions d'accueil des étrangers, des réfugiés, sont tellement meilleures qu'en France ? L'explication qui m'a été donnée par des Anglais, des associations, que je vous livre, moi je ne connais pas assez le sujet, c'est qu'il y a justement des organisations communautaires. Donc quand vous êtes de la bonne communauté, vous trouvez des gens, des Pakistanais, des Indiens, des Afghans, qui veillent à votre insertion. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais je me suis demandé pourquoi. Donc, moi je ne suis pas capable d'évaluer si ça marche bien ou pas, mais tout ce qu'on pourra faire pour pouvoir éviter
les gens, y compris d'ailleurs, qui meurent dans des camions. Les situations très agressives, où on ouvre de force des portes et on constate des réfugiés ou des migrants, sera une bonne chose. Donc, je ne peux pas juger si c'est bon ou pas bon ce qui se fait actuellement, mais sans doute on peut faire plus, et c'est bien de faire plus. Ça fait partie des facteurs qui desserrent un peu la contrainte. Une question de Corinne Laurent pour la Croix. Oui, enfin, vous avez été dans la machine de l'Élysée au moment de la grande page de la construction européenne avec François Mitterrand, Helmut Kohl, Jacques Delors. Comment analysez-vous les pannes de l'Europe aujourd'hui et puis la montée des régimes, des pouvoirs conservateurs, autoritaires dans l'Europe de l'Est? Oui, je crois que l'Europe a été d'abord victime de son succès, c'est-à-dire un élargissement pas assez expliqué, pas assez préparé, et où les pays, les citoyens ne mettaient pas la même chose. On le voit avec ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, et même en Autriche, qui est d'ailleurs très préoccupant du point de vue des valeurs, car adhérer à l'Europe, ce n'est pas seulement adhérer à un grand marché, c'est adhérer à des valeurs, et il y a un dispositif d'ailleurs qui peut permettre de prendre des sanctions. Et puis l'Europe a profondément déçu la plupart des citoyens européens, parce qu'elle n'est pas apparue comme protectrice face à une mondialisation, mais plutôt comme le vecteur de ce libéralisme qui met en danger les emplois existants, même s'il peut permettre d'en créer de nouveaux. Et donc l'Europe n'a pas eu assez de sens. Et l'Europe n'a pas eu assez de leadership. On a eu une conjonction historique exceptionnelle, extraordinaire, entre les trois personnes que vous avez nommées, Jacques Delors, Helmut Kohl et François Mitterrand. Pas tous les jours qu'on a des conjonctions de ce genre-là. Et j'espère qu'on retrouvera, autour des propositions du président Macron, d'ailleurs, qui sont très intéressantes, un nouveau souffle à l'Europe. Mais il faut à la fois débureaucratiser. Là-dessus, je suis d'accord avec les Anglais et les Hollandais. Que l'Europe arrête de se mêler de tout et de faire des règlements sur tout. Qu'on applique vraiment la subsidiarité. Ça donnera de l'air et ça simplifiera les choses. Qu'on se fixe des objectifs ambitieux autour de la zone euro et autour de ceux qui veulent avancer plus vite vers l'intégration européenne. Qu'on ne soit pas lesté négativement par le poids des 28. Si on veut travailler à 5, qu'on travaille à 5. Si on veut travailler sur la zone euro, qu'on travaille sur la zone euro. Et là, en effet, qu'on construise des politiques communes plus fortes, qu'on construise un budget européen et surtout qu'on fasse l'Europe des peuples. Parmi les propositions d'Emmanuel Macron, il y en a une, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inspirée, que j'ai faite moi il y a 30 ans, qui est d'étendre largement Erasmus et de faire en sorte que pas un jeune, ce sera peut-être dans le prochain traité franco-allemand, français ou allemand, aille au niveau du bac ou à niveau équivalent sans devoir passer une année ou une demi-année dans l'autre pays. Il faut que nos sociétés s'irriguent, que nos peuples se connaissent. Ce n'est pas seulement une construction technocratique. Voilà. Et étendre Erasmus notamment aux apprentis. Ce qui commence à se faire, mais qui doit être fait beaucoup plus. À se faire. Une dernière question d'Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Comme nous sommes face aux chrétiens, le pape François a eu des mots très forts sur l'immigration et les immigrants. Vous les recevez comment, ces paroles? Comme une parole importante. D'abord parce que c'est le pape. Ensuite, si je puis ajouter, parce que c'est le pape François qui donne une image particulière du rôle qui est le sien. Et je crois que lui, comme l'Église, les Églises, comme encore une fois des forces humanistes et citoyennes, mais lui en particulier, puisqu'il nous parlait, est tout à fait dans son rôle. J'ajoute que sur la laïcité, le pape a dit, dans une interview à la Croix d'ailleurs, il y a quelques mois, des choses extrêmement importantes. Il a exprimé une préoccupation en termes très diplomatiques sur une côté peut-être un peu agressif de la laïcité. C'est, pardonnez-moi, la seule question qu'on m'a posée. Et j'ai rappelé qu'il avait dit deux autres choses extrêmement importantes. D'un point de vue citoyen, qu'on soit croyant ou pas. Premièrement, il avait dit « je n'aime pas, je me méfie de l'expression racine chrétienne de l'Europe parce que ça peut avoir un relent néocolonialiste ». Certes, il est argentin, mais que le pape dit ça, ça attire l'attention et ça mérite la réflexion. Et il a dit aussi « je me méfie des États religieux, je suis pour un État laïque, parce que les États religieux, en général, ça finit mal ». Parole très forte. À vrai dire, il y a hélas des États laïques aussi qui finissent mal. Mais voilà, toutes ces paroles-là sont importantes pour n'importe quel citoyen du monde. Merci beaucoup Jean-Louis Bianco. C'est sur ces paroles fortes que nous allons terminer. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire de la laïcité, que vous avez écrit récemment 2 livres, La France est-elle laïque et L'après-Charlie en 20 questions. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain.